ici, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karate Expert et bienvenue sur la partie 2 de notre série l'africanisation du karaté dans le sens de la comparaison du type de vie de deux peuples qui ont traversé les mêmes situations. Deux peuples qui, dans des périodes similaires, avaient presque les mêmes ressources, avaient les mêmes problèmes, avaient les mêmes difficultés sociologiques, et comment les uns, en utilisant une mentalité différente et le karaté, on peut avoir des résultats spécifiques. Et on se rend compte qu'il est important de regarder ces comportements et l'influence du karaté pour pouvoir voir la plus-value de la pratique martiale au niveau d'un peuple. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons présenté, dans la première partie, nous avons présenté le peuple Baladi, qui est un peuple établi à l'ouest du Cameroun et qui est venu de la Nubie. Et ce peuple-là a migré de la Nubie vers le Tchad, du Tchad vers l'Adamawa et de l'Adamawa vers l'ouest du Cameroun. Et on peut comparer ce peuple dans son peuple jumeau d'Okinawa, qui presque dans la même période, ils ont eu les mêmes problèmes. Ça veut dire, dans les années 1500, ce peuple a commencé l'immigration sous le couvert du roi Yende. Et on peut se rendre compte aussi que dans les années 1500 aussi, au niveau d'Okinawa, au niveau du Japon globalement, au-delà des clans qu'on a pu avoir, il y a eu un shogun, le shogun Ieyasu Tokugawa. Nous avons vu que précédemment, dans les années 1500, Ieyasu Tokugawa, en fait, c'est ce maître qui a essayé d'unifier le peuple japonais et le peuple d'Okinawa y compris, pour pouvoir en réalité faire un royaume assez strict, avec des manières de vivre très strictes qui permettaient que tout puisse être régenté par son pouvoir. Et on peut se rendre compte que ces deux peuples avaient donc les mêmes difficultés, être opprimés. Le peuple africain, particulièrement cette classe sociologique, cette communauté Baladi était opprimée. Le peuple aussi d'Okinawa était opprimé. Mais on se rend compte que au niveau d'Okinawa, il y a eu, donc au-delà de l'oppression de Ieyasu Tokugawa, qui a tout fermé le Japon, il y a eu des limitations. Et malgré le fait que Okinawa avait un avantage d'être un archipel sous deux pouvoirs. Okinawa était en même temps sous le pouvoir de la Chine, en même temps sous le pouvoir de Ieyasu Tokugawa, de ce shogun-là, du shogun Tokugawa. Et particulièrement le peuple d'Okinawa était influencé par ce qui vient du Japon et ce qui vient de la Chine. Et ils étaient donc influencés par deux oppresseurs. L'oppresseur de la Chine et l'oppresseur du Japon. Et Ieyasu Tokugawa, donc, dans cette branche, dans cette fourchette en fait de période-là, il a donc envoyé un groupe, un clan de samouraïs, le clan Satsuna. Le clan Satsuna, qui était un clan de samouraïs, il a donc envoyé sur Okinawa pour pouvoir régenter Okinawa. Donc on peut voir que le peuple d'Okinawa n'est pas un peuple qui est né dans la liberté, a grandi dans la liberté ou a évolué dans la liberté. Et c'est sous l'emprise du clan Satsuna que pendant très longtemps, le peuple d'Okinawa a été vraiment très proche de l'oppression. Exactement comme partout ailleurs, on a eu l'oppression. Et à leur niveau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur structure ont mis du clan Satsuna, il y avait à la tête d'Okinawa le roi Sho. Il y a eu Sho, il y a plusieurs rois Sho, Tai, Sho, Taimu, ainsi de suite. Mais rapidement, on peut se rendre compte que le roi était juste un pantin qui devait juste faire ce que le clan Satsuna définissait, et le clan Satsuna lui me rendait compte à Tokugawa. Et pendant
cette période-là, on peut se rendre compte que le peuple d'Okinawa, sous l'oppression, au-dessus du roi Sho, il y avait les notables qu'on appelle les Kemochi, et les Kemochi. Et ces notables-là, en fait, étaient des personnes qui se regroupaient pour comprendre. Certes, c'était les administratifs, ils assistaient le roi et ils étaient ceux-là qui recevaient les ordres du roi, du clan Satuna pour pouvoir transmettre au peuple. Mais ils avaient cette capacité de savoir que nous sommes certes opprimés, mais nous devons nous structurer pour pouvoir, en réalité, garder, notre culture et nous libérer. C'est cette base qui doit être commune au peuple. Et c'est au sein des Kemochi que particulièrement est né les arts martiaux qu'on pratique aujourd'hui, qui au début c'était du Tode, Kempo, mais aujourd'hui ça a été renommé dans les années 1923 et officiellement en 1930 par Gishin Funakoshi en karaté. Et naturellement on peut se rendre compte que parmi ces Kemochi il y avait donc pendant longtemps des gardes de corps. Ce sont ces gardes de corps-là les gardes de corps du roi, qui à Okinawa ont structuré ce qu'ils pouvaient avoir comme les arts martiaux venus de la Chine, parce qu'ils étaient en fait sous domination chinoise, et ils pouvaient structurer avec ce qu'ils recevaient de la fracture du système des samouraïs, et ce qu'ils pouvaient recevoir en fait de leur environnement. Et ils ont donc combiné les techniques qu'ils ont reçues de la Chine, les techniques en fait qu'ils ont perçues des Chinois qui pratiquent le Kung Fu depuis très très longtemps avant eux. Ils ont combiné cela avec les connaissances que pouvaient avoir les samouraïs. C'est pour ça parce que il y a eu une fracturation de la puissance des samouraïs. Les samouraïs ont quand même un âme, le Shimakuchi, qui est un ensemble de formations guerrières. L'équivalent de cela, c'est ce qu'on appelle le Budo aujourd'hui. Et sans aller à l'intérieur, on peut se rendre compte que ces gardes de corps-là se sont donc inspirés pour formaliser quelque chose de pratique. Et cette chose de pratique-là leur permettait surtout de pouvoir se défendre plus tard, même si c'était indirectement contre ces samouraïs. Pourquoi? Parce que tout peuple, même dans l'oppression, devrait avoir la capacité de se structurer pour pouvoir se libérer tôt ou tard. Donc ce sont ces gardes de corps qui ont structuré ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux. Et pour avoir l'idée spécifique du karaté, on peut se rendre compte que il y a plusieurs personnes qu'on peut parler, que nous pouvons évoquer, mais nous évoquons d'abord les dominations que le peuple d'Okinawa a eues. On a la domination de Sakugawa, du clan Satsuna. On a le fait que le roi était un pantin et on a donc un groupe de gardes de corps ou des notables qui savaient que malgré la domination, nous devons avancer. Et en parallèle de cette domination japonaise, le peuple d'Okinawa a eu aussi la domination américaine. Dans les années 1853, je pense, 1853, le Japon étant totalement très très fermé, et dû à certains concours de circonstances où les navires européens et américains cherchant à commercer avec le Japon ont eu certains soucis, et qui au fil des années a un peu mis hors d'eux les Américains. Alors ils se sont dit, ces gens-là, il faut peut-être les faire savoir que ils ne sont pas si puissants et si libres que ça. Donc dans les années 1953, les États-Unis décident d'envoyer une flotte au niveau du Japon pour pouvoir montrer leur puissance au Japon. Et cette flotte-là est dirigée par le commodore Mathieu Perry. Pourquoi nous parlons de ça? Nous parlons le peuple d'Okinawa a été dominé par la Chine, par le Japon, mais le peuple d'Okinawa a été aussi opprimé par les États-Unis. Et c'est dans les années 1853 que le commodore Mathieu Perry, il débarque à Okinawa et il y a plusieurs choses qui sont passées, mais il ajoute une autre couche de domination sur la tête du peuple d'Okinawa. Donc l'Africain ne devrait pas penser qu'il a été le seul colonisé, il ne peut pas penser qu'il a été le seul opprimé. L'Africain ne peut pas penser qu'il a été le seul esclavagisé. Nous ne devons pas penser que nous sommes les seuls qui avons le plus souffert. Certes, nous avons beaucoup souffert, mais les autres ont été aussi dans les mêmes conditions. Et nous avons vu comment
le Japon a dominé Okinawa, nous avons vu aussi comment la domination américaine, parce que quand il arrive, il passe d'abord, au lieu d'aller au Japon en haut, il passe d'abord à Okinawa, il domine d'abord Okinawa, il met d'abord Okinawa au pas, et on se retrouve donc avec la domination de la Chine, du clan Satsuna et des États-Unis sur le même peuple, opprimé. Et c'est cette oppression-là qui permet donc que ces Okinawains puissent donc mettre sur pied les mécanismes pour s'en sortir. Et c'est de là que naît justement la structuration martiale qu'on a aujourd'hui. Et cette structuration martiale s'est passée pendant très longtemps. Mais les éléments, les carrefours qui nous intéressent, c'est par exemple le carrefour de la structuration de Sakugawa, de Tode Sakugawa. Alors, pendant cette domination-là, on a donc des personnes qui ont donc choisi de se libérer et se libérer en gardant soit déjà leur manière de faire, premièrement, en gardant leur manière de faire, mais aussi en transmettant aux générations suivantes le désir de se libérer. Alors, on doit commencer par l'un des premiers, l'un des plus marquants, c'est Sakugawa. Sakugawa, Maître Tode Sakugawa, c'est un Kemochi, ça veut dire c'est un notable d'Okinawa, c'est un gardien, et c'est en plus aussi un gardien de corps du roi Sho, qui naturellement, sous cette domination dont j'ai parlé de plusieurs formes, a cette envie-là de pouvoir à travers libérer son peuple à travers les arts martiaux. Mais ne pouvant parler frontalement, il a donc compris la nécessité de pouvoir garder déjà leur culture et transmettre les éléments de libération. Et il rencontre, dans son travail, il était l'un des gardes du corps du roi Sho et il a bien pris du temps à vraiment étudier profondément l'art martial. Donc l'art martial, ce n'est pas seulement le sport. Malheureusement, en Afrique, c'est devenu juste un sport, quelque chose qu'on fait pour avoir les dents. C'est un élément qui nous permet de nous défendre et de transmettre une mentalité, une philosophie. C'est ce que ces peuples ont fait. Et lui, malgré le fait qu'il était très fort, un jour, lorsqu'il rentrait d'une sortie, il a rencontré en réalité un grand maître chinois parce que nous avons vu que Okinawa était aussi sous la domination chinoise. Et lorsqu'il rencontre ce grand maître chinois, il le met au défi. Et il y a un combat entre lui et ce grand maître. Et malheureusement, lui qui était extrêmement fort et presque imbattu, il se retrouve être vraiment ridiculisé et battu par ce grand maître-là. Et au lieu d'aller faire comme nous avons cette habitude mauvaise souvent de faire pour ceux qui ont un certain niveau basique aux arts martiaux, c'est de se dire, je vais prendre ma revanche, pourquoi il pense qu'il est fort? Non. Il a naturellement accepté la défaite et il s'est agenouillé, il a demandé à ce que ce maître-là soit son maître. Et ce grand maître s'appelait Kong Sonku. Kong Sonku. Gardons ce nom-là parce que Kong Sonku. Gardons ce nom parce qu'aujourd'hui, plusieurs praticiens des arts martiaux, nous connaissons beaucoup comme Sonku, sous le nom de Kushanku. Kushanku, c'est le nom, c'est la japonisation du nom du maître de Sakugawa qui est en fait un chinois. C'était un chinois et c'est pour ça que justement, nous voyons comment les peuples pour se libérer utilisent les choses venues d'ailleurs. Nous avons souvent une mentalité en Afrique de pouvoir dire que parce que ça vient d'ailleurs, c'est les choses des autres. C'est pourquoi nous avons tenu à parler de Sakugawa. C'est le fait qu'il a utilisé l'enseignement des Chinois qui est une personne qui fait partie de ses oppresseurs. Il a utilisé l'enseignement de ses oppresseurs pour transmettre à la suite, au maître qu'on va voir à la suite, l'envie de se libérer. Donc pour se libérer, on n'a pas besoin de chercher à savoir l'outil et d'où est-ce qu'il vient. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains pratiquent le karaté, ils savent que ça vient du Japon, mais ils ne se posent pas la question, comment est-ce que je peux me libérer avec le karaté, même si ça vient du Japon. Beaucoup de personnes arrivent à dire, mais ce sont les choses des autres. Pourquoi nous devions utiliser ça? C'est pour ça que nous devons rentrer plutôt vers nos choses à nous. Sakugawa n'a pas cherché à savoir si il fallait plutôt qu'il rentre vers les choses d'Okinawa. Il a appris de Kong Sonku. Et c'est ce qu'il a appris qui a permis qu'il puisse transmettre cette connaissance à un deuxième nom fameux dans le monde des arts martiaux qu'on appelle Matsumura Sokon. Plusieurs pratiquants d'arts martiaux connaissent beaucoup Matsumura Sokon de
Sokon Matsumura. Matsumura. On dit qu'il était extrêmement fort, extrêmement pointueux. Lorsqu'on le regarde, il a des yeux très très pointus et il semble être un monsieur dangereux. Et son maître donc, c'est Sakugawa, Tode Sakugawa. C'est très important donc de voir que Sakugawa n'a pas donc seulement dit je vais savoir des choses et garder pour moi seul. Il a transmis à la génération suivante. Sokon Matsumura lui-même est toujours un garde de corps du roi Sho. Toujours sous la domination en même temps chinoise, en même temps du clan Satsuna. Et cette fois-ci, en même temps de la force américaine qui permet donc qu'Okinawa soit opprimé par 3 groupes de puissance. Donc en Afrique, nous ne pouvons pas penser que pour s'en sortir, c'est en prétendant que parce qu'on est opprimé, on ne peut pas s'en sortir. On voit un peuple qui a été opprimé, même par des personnes internes et par des personnes externes. Et Matsumura Sokon donc a donc reçu de Sakugawa et lui aussi, il a donc dû transmettre ce qu'il connaît à un autre groupe de praticiens qui sont encore plus connus dans le monde sous le nom de le troisième groupe. Donc on a on a au-dessus, au niveau 0 comme Sonku, niveau 1 Sakugawa, niveau 2 Sokon Matsumura, au niveau 3 on a Itochu Anko. Itochu Anko, et dans ce même niveau 3 on a Chofu Kiang. Chofu Kiang. Chofu Kiang, qui est le père de Shotoku Kiang. Et dans ce même niveau, dans cette même génération, comme homologue, on a Azato. Azato. Les praticiens du Shotokan doivent bien le connaître. Et voilà une génération qui a reçu de Sokon Matsumura justement la situation de quelque chose qui devait toujours leur permettre de se défaire de ces 3 groupes d'oppresseurs. Et c'est un peuple donc qui, on peut se rendre compte que ceux-ci vivent dans les années 1853 effectivement, en montant 1800, en fait dans la seconde partie du 18e siècle. Mais on peut se rendre compte que ces gens-là, entre-temps en Afrique, nous étions plus avancés qu'eux. Nous avions plus de ressources, plus de structuration planique, plus de capacité, plus de connaissances. Et on parle du Japon qui aujourd'hui fait partie des 10 puissances du monde. On peut parler de... À cette période, ces gens-ci mangeaient du riz. Leur plus grande industrie, c'était du sucre. À Okinawa, c'était du sucre. Ils cultivaient de la canne à sucre. Alors que nous avions toutes des puissances et des biens extrêmement énormes. Donc on peut voir des peuples qui sont venus très très loin derrière nous. Voilà qu'aujourd'hui, ils se sont libérés à travers le karaté, à travers les outils qui viennent des autres. Ils ont adapté ça et ils ont fait de ça un élément de libération. Mais nous, depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis très très longtemps, nous pratiquons des arts martiaux, mais nous n'arrivons pas à nous libérer avec eux. C'est très important. Parce qu'on n'arrive pas à transmettre d'un maître à un élève, on ne transmet pas la capacité de se libérer. Mais on transmet plutôt des mentalités, des connaissances sportives et on ne sait pas et autres. Alors, de ces 3-ci, en fait, naîtront plus tard la 4e génération, fait de Gishin Funakoshi, de Kanryo Igaona. Ce sont des noms qu'on connaît plus aujourd'hui, de Kenwa Mabuni, de Tsuyoze Shitose, de Shitose, oui, Tsuyoshi Shitose, merci. Et naturellement, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, les praticiens du karaté connaissent plus ceci. Gishin Funakoshi, c'est celui qui a formalisé le style Shotokan. Igaona, c'est celui qui a formalisé le style Gojo-ryu. Mabuni, c'est celui qui a formalisé le style Shitoryu avec SH. Et Shitose, c'est celui qui a formalisé le style Shitoryu avec CHI, qui veut dire la voie martiale de 1000 ans venue de Chine. Et le Shotokan, je pense, c'est le nom de signature
de Gishin Funakoshi. Bref, c'est pour dire, aujourd'hui, lorsqu'on pratique le karaté en se concentrant sur ces styles-ci, sur ces écoles-ci, en oubliant que ces écoles sont des formalisations des gens qui ont fait ce karaté-là comme élément de vie ou de mort, comme élément de libération de libération de l'oppresseur, qui permettait de se libérer de l'oppresseur, naturellement, on ne pourra pas percevoir certaines profondeurs. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas en Afrique pratiquer le karaté comme les Européens, comme les Américains, comme les Canadiens, comme les Chinois. Nous ne devons pas pratiquer le karaté comme cela. Nous devons pratiquer le karaté comme un élément qui nous permet de transmettre l'envie de ne plus être opprimé. Ces messieurs-ci étaient tous, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les gens du bas peuple qui ont formalisé le karaté. Ce sont des intellectuels qui étaient en même temps sous l'oppression, en même temps ils servaient l'oppresseur, en même temps ils avaient l'envie de préserver leur culture. Ce sont ces personnes-là qui ont formalisé donc ce que nous pratiquons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Baladi? C'est pour dire, dans les années 1500, nous étions dans la même oppression. Dans les années 1800, nous sommes allés dans la même oppression qui, à Okinawa, opprimé par les Américains aussi, et opprimé par le clan Satuna aussi, nous pouvons nous rendre compte que ceux-ci ne sont pas restés à ce niveau-là. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, 2024, nous arrivons à toujours être dans la misère, dans la pauvreté, alors que d'autres qui sont passés au même endroit que nous se sont libérés? Qu'est-ce que nous avons fait? À quel moment on a divergé? Comment est-ce que des gens qui ont été sous la domination comme nous arrivent aujourd'hui, par leur pratique martiale, à s'être libérés au point de devenir des puissances économiques? Comment ces personnes arrivent aujourd'hui à être des personnes qui ont une spécificité qui fait que c'est nous qui allons encore vers eux pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est nous qui allons encore apprendre d'eux des choses que nous avions en commun. C'est très important de se poser la question. Alors, les peuples sur Terre ont eu les mêmes histoires en approximativement, les mêmes dominations, mais certains ont utilisé certains éléments pour pouvoir s'en sortir. Dans le cas des arts martiaux, nous pouvons voir que les Japonais d'Okinawa, Okinawa étant une île dans l'archipel du Ryukyu qui est au sud du Japon, ils ont eu les mêmes dominations que le peuple Baladi, mais aujourd'hui, et on peut encore dans les années 1900, et c'est dans les années 1903-1905, en réalité, que Okinawa a commencé à sortir de la domination chinoise. Et la première fois, en fait, que les Japonais eux-mêmes sont au courant ou sont initiés à l'art que Sakugawa et les autres ont formalisé pour se libérer du clan Satuna, c'était en 1923. 1923, à l'université de Kyoto, où Gishin Funakoshi expose justement cet art-ci aux yeux justement des Japonais. Et on peut s'en compte dans les années 1923, par exemple, au Cameroun, nous étions très avancés. Nous étions très avancés parce que nous étions déjà sous protectorat allemand. Nous avions l'opportunité d'envoyer des gens fréquenter en Allemagne, alors que ce n'était pas forcément les autres, le cas chez les autres. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et dans les années 1950, le Cameroun a été initié aux arts martiaux à travers le français Gagné, qui est un élève d'Henri Plé. Il a commencé à initier des Camerounais. Lui, Gagné, français, a commencé à initier des Camerounais comme maître pour et ainsi de suite. Aujourd'hui, 70 ans, 75 ans après que le karaté soit arrivé au Cameroun, qu'est-ce qu'on en a fait? 70 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que Sakugawa, Sokon, Matsumura et tous ceux-ci, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que lorsqu'on regarde Gishin Funakoshi,
qui expose l'art martial structuré par ces gens-ci dans les années 1923, on peut se rendre compte que si on rentre 75 ans après, on est dans les années 1850 par exemple. Et si on se dit, en 70 ans que nous avons utilisé ces arts martiaux, qu'est-ce qu'on a évolué par rapport à ceux-ci? Ceux-ci, supposons qu'ils ont commencé à formaliser dans les années 1800. Alors en 1900, ils avaient déjà formalisé au point où Itotu a introduit cela dans les écoles. Itotu Anko, il est celui-là qui arrive à dire oui, on nous a transmis des choses, aujourd'hui on faisait ça en secret, parce que ce sont des choses qu'on faisait en secret, on arrive à introduire ça à l'école. De ce côté-ci, au niveau de l'Afrique, aussi, on avait des arts secrets qui ont été transmis d'une génération à une autre. On avait des connaissances secrètes, des pouvoirs secrets, des interactions spirituelles secrètes. Mais au lieu de transmettre de Sakugawa à Matsumura, de Matsumura à Itotu, de Itotu aux autres ici, nous avons préféré mourir avec. Nous avons préféré chercher à savoir qui est plus fort que les autres, comment détruire les autres. Et voilà pourquoi ces arts-là ont disparu, alors que les autres ont formalisé pour transmettre. Alors c'est très important pour nous de réfléchir, pour nous remettre à jour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, si on doit faire les arts martiaux sans pratiquer et sans transmettre à ceux qui viennent derrière un désir de se libérer, si on le fait en pensant juste qu'on va faire pour accumuler des grades, accumuler des ceintures, au point de venir s'asseoir, on va nous adorer parce qu'on est un grand maître. Ça veut dire qu'on est totalement à l'opposé de ceux-ci. Ceux-ci, ils ont fait les arts martiaux pour libérer leur peuple. Ils ont fait les arts martiaux pour transmettre les choses. Ils ont fait les arts martiaux pour se libérer du clan Satuna, de Mathieu Perry, de tous ces systèmes-là qui les opprimaient. Mais si nous faisons les arts martiaux juste pour être appelés grands maîtres qu'on passe, appelés saints sédés qu'on passe, être adorés lorsqu'on passe, c'est qu'il y a un problème. Alors merci d'avoir écouté cet entretien. Merci d'avoir écouté justement cette réflexion sur deux peuples qui ont eu les mêmes problèmes, les mêmes soucis, qui dans les mêmes périodes étaient face aux mêmes difficultés, mais un autre peuple a pu transmettre, a pu recevoir de l'oppresseur, qui est la Chine par exemple, des techniques qui lui ont permis de se situer, de se libérer, au point de répandre encore cette technique aujourd'hui. Alors qu'un autre peuple a préféré juste être un copieur, ou juste être ce qu'il avait même en lui-même, il a préféré perdre ça, et aujourd'hui il est ni blanc, ni noir, ni africain, ni occidental, et même lorsqu'il fait du karaté que les autres ont fait, il fait ça comme un sport qui fait il coule la sueur et il s'en va s'asseoir. Et c'est un grand problème. Merci en tout cas de réfléchir sur ces éléments-là. Merci d'avoir écouté et à la prochaine sur une autre réflexion sur Karaté Expert.